Aujourd'hui, on reçoit Benoît, donc on va parler de ton rôle au sein de Skylesia, de tous les skills que tu as, parce que tu as toute la partie un peu outbound, cold. Et un jour, je me suis dit, on va tester de faire un truc. C'est juste que je me suis tenté. C'était un lead magnet sur LinkedIn. Je suis passé de quelques likes sur mes posts à likes et commentaires et 1000 vues, l'impression. Là, j'ai absolument halluciné. On est en train de passer d'une mouvance, d'une méta où le contenu était par définition statique à une interactivité et un dynamisme. On a récupéré un des custom GPT qu'on donne à disposition de nos clients, donc qui est éduqué sur notre méthode, etc. Enfin, le truc fonctionne giga beurre. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Benoît, donc on va parler de ton rôle au sein de Skylesia, de tous les skills que tu as, parce que tu as toute la partie un peu outbound, cold. Tu es aussi très bon en branding, en contenu. Donc bon, on va avoir des pistes à creuser. Je crois que tu es assez habitué des podcasts, Benoît, si je ne me trompe pas. Ouais, j'en fais moins qu'avant, mais c'est vrai, c'est un exercice qui me plaît bien. Ok, magnifique. Et ben, je vais rappeler les performances du podcast et puis les sponsors, et puis on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Du coup, sur YouTube, les abonnés augmentent toujours, donc on est à 2150 là. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, à tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire aussi, super intéressant, d'avoir vos retours, et ça nous permet de mieux nous référencer, donc merci à tous. Et sur Spotify, on est à 128 notes pour une moyenne de 4,9, donc pareil, merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer l'émission sur Spotify et qui prennent le temps de le faire. Qui prendront le temps. Et puis je le rappelle évidemment, il y a aussi Apple Podcast. On suit un petit peu moins les notes de près. On va dire que la métrique phare, c'est plutôt Spotify. Mais merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer l'émission. Je rappelle les 3 sponsors du podcast et puis après on va direct dans le vif du sujet. Un grand merci à Linkuma, Totesio et SEO Monkey de soutenir le podcast. Donc je le rappelle, Linkuma, c'est si vous êtes à la recherche de backlinks à partir de 7 € pour améliorer votre SEO. Vous avez un lien qui se trouve dans la description. Totesio, c'est plutôt si vous avez besoin d'aide sur la partie comment optimiser en fait ma page d'un point de vue SEO, quel contenu ajouter, comment répondre aux attentes des internautes. C'est pareil, c'est un outil qui peut vous aider. Et évidemment, SEO Monkey, l'agence SEO d'Antoine. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'experts en fait pour vous accompagner sur la partie SEO, sachez qu'Antoine fait des prestats dans littéralement toute la France, qu'ils ont des beaux process, que ça roule. Vous avez aussi un lien dans la description. On va passer du coup au podcast à proprement parler. En fait, Benoît, moi j'ai même du mal, je te connais évidemment de LinkedIn, de YouTube, enfin surtout, il y a une période où, comme tu disais, tu étais très actif en podcast et cetera, donc je t'avais découvert à ce moment-là. Mais, en fait, en termes de skills, je sais même pas dire quels sont, enfin, je l'ai dit, il y a cold, branding, contenu, mais ouais, en fait, si tu peux résumer ton parcours et puis tes skills actuels quoi, tout simplement. Moi, je sais rien faire, moi. Rien Je du demande tout. à ChatGPT et après je recrute des gens. Magnifique. Alors moi à la base je viens du business development. J'ai fait ça au tout début comme freelance. Après j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'automatisation. Donc là je suis passé sur une approche bien plus itérative, expérimentale, donc growth, notamment sur l'outbound. Ok. Donc c'était entre 2019 et 2021 ça à peu près. Ça se passait plutôt très bien, et de fil en aiguille je me suis fait un petit peu aspirer par l'inbound de mon côté, qui est devenu par la force des choses le canal, enfin le mouvement marketing qui m'a le plus rapporté, on va dire, en termes de visibilité, d'autorité, d'opportunité. Et je me suis spécialisé là-dedans. Et aujourd'hui, c'est ce qui occupe, marketingment parlant, l'essentiel de mon temps. Voilà. Ok. Donc j'ai vraiment été sur les deux, les deux faces, tu vois, outbound, inbound. Ouais. Après, si tu me parles de SEO, et on en avait parlé la dernière fois avec Antoine, tu me parles de SEO, c'est partie du domaine spécifiquement à l'inbound que je maîtrise le moins. Et typiquement, tu vois, le nearbound, je connais ça très peu. Tu me parles d'affiliation, je maîtrise moins. Tu me parles d'apport d'affaires, je maîtrise moins, et ainsi de suite. Donc voilà à peu près pour résumer.
Et je m'étais un petit peu collé, un petit peu tapé avec le cold call à l'époque. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos fers de lance chez Skezia parce qu'on a une boîte spécialisée là-dedans. Ok, Une des boîtes du groupe est spécialisée là-dedans et ça se passe très très bien. ok, ok, trop bien. Et du coup, quand est-ce que tu as eu est-ce que tu te souviens, je sais pas, d'une journée ou d'une semaine où tu t'es dit: «Putain, là, l'aspect inbound, c'est vraiment en train de prendre», enfin, c'est quoi est-ce que tu as un souvenir marquant par rapport à ça? Ouais, je me souviens exactement. Euh, C'était en 2020. Ouais. J'avais publié quelques posts LinkedIn à l'époque, mais vraiment, vraiment à la marge. Pour donner un petit peu un ordre d'idée de mon expérience en contenu, j'avais publié quelques posts LinkedIn et j'avais tenté de publier un petit peu sur Instagram sans Mmh. trop de succès. C'était plus vraiment pour me faire la main, j'en attendais absolument rien. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, euh, on va tester de faire un truc. C'est une technique qui ne vient pas du tout de moi, hein. C'est juste que je m'y suis tenté. C'était un lead magnet sur LinkedIn. Ouais. Donc like plus commente. À l'époque, c'était quand même très très peu pratiqué. Ouais. Et je me souviens exactement des performances. Je suis passé de quelques likes sur mes posts, vraiment. Et alors, pour le coup, c'était ma maman et, et un pélo qui passait par là, à 700, 750 likes, quelque chose comme 750 likes et commentaires, et Mmh. 75 000 vues. Impression. OK, Donc ouais. j'ai absolument halluciné. Je me souviens exactement enfin, je rafraîchissais ma page toutes les 10 secondes pour voir les commentaires qui tombaient. Et Ouais. ensuite, ce que je me suis mis à faire, c'est tout simplement continuer de publier un lead magnet toutes les semaines. Donc Mmh. pendant plusieurs mois, je publiais un lead magnet toutes les semaines. Et j'avais un process qui était extrêmement simple, qui était que je transformais les livrables que je produisais pour mes clients, qui me permettaient de générer de la valeur pour eux, et les livrables que je produisais pour mon bootcamp. J'avais une Ouais. offre bipartite comme ça, qui fonctionnait très bien, euh, en lead magnet, et que j'ai étoffé par la suite. Mais j'avais vraiment cette stratégie-là de distribution. Et derrière, j'automatisais l'envoi des ressources aux commentateurs, aux gens qui le demandaient, avec une boucle d'activation par l'Emlist qui se faisait automatiquement et qui me permettait de booker des rendez-vous. Et donc OK. j'ai expérimenté comme ça de plein de manières différentes et ça fonctionnait vraiment très très bien. Et je m'amusais à trouver des petites techniques, des petits hacks au fil de l'eau pour étoffer tout ça. Mais le gros de la formule, c'était ça, jusqu'à arriver à un point où ça générait tellement de flux que l'Emlist ne suffisait pas. C'est-à-dire que j'avais littéralement 1 mois et demi d'attente pour contacter les gens. Donc OK. vraiment, ça ne scalait plus du tout. Et c'est là avec Christian, mon cofondateur, qui n'était pas mon cofondateur à l'époque, on a switché sur HubSpot, etc., qu'on a commencé à étoffer ce qui aujourd'hui est le média de Skelesia, quoi. OK. Pour donner un peu la genèse. Donc tout est parti d'un like plus commente. OK, ouais. Bah, c'est vrai que ce format-là, c'est abusé, moi, là, je suis en train de faire un outil SEO, un petit SaaS et du coup, je reprends l'acquisition un peu de manière active et c'est vrai que je spamme un peu ce truc de playbook, en gros, like, commente et tu reçois le playbook mais c'est assez abusé comme ça C'est marche, quoi. insane. C'est insane. Le gros problème, c'est que, et c'est ce qui a fait que ce format a complètement perdu de sa superbe pendant un moment sur LinkedIn, et ça a vraiment duré 2-3 ans, hein, où pendant 2-3 ans ça ne Mmh. marchait plus. C'est que il s'est opéré une tragédie des biens communs, qui est que bah, tout le monde s'est mis à en abuser. Donc tout le monde s'est mis à spammer des lead magnets, mais pourrissimes, avec une énorme Mmh. asymétrie entre la valeur promise et la valeur réelle délivrée. Ce qui fait que les gens sont devenus de plus en plus sceptiques de par cette déceptivité et qu'à la fin, plus personne ne voulait commenter. C'est devenu cringe et les gens et tout le monde se foutait de la gueule des gens qui faisaient des lead magnets, et jusqu'au point où on a dû trouver d'autres relais pour distribuer nos contenus externes à LinkedIn. Et là aujourd'hui, ça a repris justement parce que je pense que la jachère s'étant opérée, les gens reviennent avec du contenu vachement plus qualitatif qu'avant. Après, Mmh. là, je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça se réétiole de nouveau, quoi, malheureusement. Mais OK. bon, faut s'adapter. Ouais, carrément. Ça prend combien de temps à faire un bon lead magnet? Pas le post, hein, Ouais. mais le contenu en tant que tel. Nous, tu vois, on a un process chez Skelesia.
qu'on livre, qu'on donne à nos clients. Donc, on a vraiment la méthode qui te permet de produire ton lead magnet en très 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 peu de temps. Parce qu'on travaille comme ça sur un principe de kit où on te donne nos process, tu débranches le cerveau, tu appliques le truc. Et c'est des cases à cocher et des trucs à copier-coller, quoi. Donc, avec notre méthode, la production du lead magnet plus le post et ainsi de suite, ça te prend vraiment... Faut compter maximum quelques heures, tu vois. Mais vraiment une poignée d'heures maximum, entre 2 et 4 heures selon ton efficacité. Par contre, d'une manière générale, ça dépend vraiment de ce que tu... Déjà, ça dépend de est-ce que la ressource est produite à des fins de lead magnet ou pas, forcément. Moi, ce que j'ai tendance à préconiser, c'est au contraire de ne pas faire ça. C'est de te baser, de distribuer une ressource qui produit d'ores et déjà de la valeur. Donc moi, ce que je recommande à nos clients, c'est de choisir de prendre un des livrables qui génère le plus de valeur pour leurs clients, qui leur génère d'ores et déjà ou alors le plus de valeur pour eux. Donc vraiment quelque chose qui est d'ores et déjà utile, juste simplement de le packager en un lead magnet avec une landing page, etc. Mais vraiment de partir de quelque chose d'existant et de le proposer. Et donc en fait, à partir de là, tu as un effet de levier assez évident et ça te prend donc très très peu de temps de conception. C'est simplement de l'habillage derrière. Et donc ça se fait très rapidement, quoi. Je suis giga d'accord parce que c'est ce que j'essaie de faire avec moi-même. Comme j'ai une chaîne YouTube, je peux voir les vidéos YouTube qui ont bien marché. Tu vois, guide pour se référencer dans le chat GPT, c'est une vidéo qui a bien marché. Après, tu prends le transcript, tu demandes à GPT de résumer, d'en faire un playbook, tu ajoutes des screens. En vrai, tu peux aller assez vite. Hein. La question, c'est toujours celle derrière de la densité de valeur. Donc, il faut que tu aies, en fait, une énorme asymétrie de valeur et les gens sont de plus en plus exigeants et je le vois, hein, il y a déjà une inflation de l'exigence des gens. Et en plus de ça, c'est derrière à quel point tu arrives à surdélivrer par rapport à ta promesse. Et c'est là que c'est compliqué parce que tu es obligé de promettre beaucoup et en même temps de tenir, à minima de tenir ta promesse et qu'il n'y ait aucune déceptivité derrière. Parce que sinon ça va marcher une fois mais pas deux. Et donc c'est surtout ça, c'est à quel point tu t'astreins à être le plus exigeant possible. C'est quoi ton standard ton seuil minimum qui te permet de déterminer que là, cette ressource-là mérite un lead magnet. C'est vraiment cette histoire de mériter, tu vois. Et c'est ça qui, avant, je pense, a fait un peu péter le truc. C'est que les seuils d'exigence étaient trop bas. Et donc, les gens se mettaient à proposer des lead magnets c'est vraiment des PDF pourris qui n'avaient absolument aucun intérêt. Et je pense que c'est ça qui a engendré cette tragédie, quoi. Ok. J'ai vu un lead magnet du CEO de Bulldozer qui est passé il y a pas longtemps, qui a super bien marché. Il a fait 700 interactions il y a genre 2-3 semaines. Donc tu vois, c'est quand même, je pense encore, c'est vraiment pas mal, quoi. C'était sur un guide géo et en fait, il a pris une capture d'écran de son lead magnet en mode voilà, il y a vraiment 30 pages et tu vois qu'il y a des petits graphiques, tu vois direct la valeur en fait, c'est pas seulement en fait, c'est peut-être là-dessus, en effet, que je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, il faut plus miser sur la qualité que sur la viralité en tant que telle du post, quitte à faire un petit peu moins, enfin, et en faire moins souvent et viser vraiment de la qualité plutôt que. Vraiment. Et aujourd'hui, il y a un vrai premium et une vraie opportunité sur. Et alors là, on parle des lead magnets sur LinkedIn, mais ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver dans le contenu en général. On est en train de passer d'une mouvance, forcément d'une méta, où le contenu était par définition statique. Donc tu consommes du contenu, de l'information, tu vois, avec des playbooks, des articles ou quoi. Mais tu vas être dans une passivité, une certaine passivité structurelle en tant que consommateur du contenu, à une interactivité et un dynamisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui fonctionne très bien, ça va être des custom GPT, ça va être des outils qu'on va coder avec Lovable, ça va être des calculateurs. Et donc c'est vraiment non plus des contenus comme ça figés, mais ça va être des contenus qui vont permettre à l'utilisateur de produire lui-même un effet. Et tu vois là par exemple dernièrement un contenu qui a extrêmement bien marché pour nous, c'est exactement ce qu'on a on a appliqué notre méthode, on a récupéré un des custom GPT qu'on donne à disposition de nos clients ici pour constituer une offre, leur système d'offres, donc qui est éduqué sur notre méthode, etc. Enfin, le truc fonctionne mais giga bien.
On y a donné accès. On a eu énormément de demandes. C'était impeccable. On a fait ça avec des kits par le passé aussi. Et on l'a fait avec des outils qu'on a développés avec Lovable, comme je te l'ai dit. Et ça fonctionne super, super bien. Parce que derrière, ça te permet un vrai investissement, une vraie escalade de l'engagement, une vraie auto-éducation du client, du lead, qui va pouvoir expérimenter la valeur. Et ça nous a généré énormément d'opportunités par la suite, de gens qui, par réciprocité, par reconnaissance, derrière, ont envie d'en obtenir plus de nous. Tu vois. Et donc ouais, là, en ce moment, on observe vraiment ça. Et il y a cette vraie appétence-là côté contenu ouais, interactif. Ah, ok. Je peux que relate parce que moi-même, quand j'apprends des sujets maintenant, en vrai, je fais du full chat GPT. Mais ce que j'aime bien faire, c'est lui donner des contenus d'experts, genre des livres PDF ou ce genre de trucs, et après interagir avec pour. En plus, c'est un apprentissage qui est vraiment personnalisé parce que tu peux avoir des contenus où il y a déjà des notions que tu as déjà intégrées, tu as déjà écouté des podcasts sur le sujet, il y a déjà des trucs que tu sais, et tu peux lui dire spécifiquement, bah ok, on va creuser cette partie-là parce que ça, je maîtrise pas. Et bon, bah voilà, poser des questions, avoir des réponses, demander des Mm. exemples, il n'y a pas mieux pour mémoriser, même pour toi, l'info, et pour vraiment l'intérioriser. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Moi, j'ai trouvé une méthode, moi, pour vraiment m'imprégner de toute l'expertise d'un expert sur un sujet. Ce Ouais. que je fais, c'est que je vais sur... tu vois, mettons que je vais me former en sales. Mm. Le grand danger, c'est de justement aller faire un patchwork entre différentes méthodes. Ouais. Et c'est là que tu vas trouver, tu vas identifier des patterns, mais tu vas aussi te retrouver face à des incohérences et tu vas te retrouver avec une méthodologie un peu Frankenstein. Donc moi, ce que Mm. je vais faire, c'est que je vais aller chercher un créateur avec qui j'ai une acquaintance méthodologique, philosophique, etc. Je vais aller récupérer toutes ces vidéos. Donc, tu sais, je vais créer une playlist sur YouTube. Ouais. Je vais aller sur un site qui s'appelle youtubetranscript.io, Ouais. je crois. Je vais récupérer les transcripts de toutes ces vidéos. Et derrière, je vais les donner à manger à un custom GPT Mhm. qui va devenir, en fait, cet expert-là, qui va se nourrir de toute cette méthodologie, donc de genre 30 ou 40 vidéos d'un seul expert. Et la qualité derrière de l'information qui m'est délivrée, elle est absolument phénoménale, quoi. Mm. Bah alors, quand tu dis custom GPT, tu fais une conversation dédiée dans GPT, un projet dédié dans GPT, ou custom GPT, c'est un autre truc que je fais pas, peut-être? Tu sais que Custom GPT, c'est l'outil qui te permet de créer des agents conversationnels sur mesure. Ouais. Ok. Donc, ça s'appelle Custom GPT, tu vois, où tu vas, enfin, GPTs, enfin, tu sais, Mm. sur la gauche, dans ton interface, t'as ce champ-là, GPT, et tu peux créer le tien. Et derrière, Ouais. tu lui donnes ta knowledge base, tu lui donnes ce que tu veux. Et moi, je m'en suis créé des caisses. On en a Mm. créé, une dizaine pour nos clients, qui répondent chacun à une problématique précise. Et l'efficacité est folle, quoi. Ok, incroyable. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce truc de GPT, ouais, j'avais même pas tilté que je pouvais créer le mien. J'avais vu que, tu sais, il y a le GPT Store où tu peux en choisir qui sont déjà créés. Et moi, je fonctionnais comme un golemon avec des conversations dédiées. Enfin, ça fonctionnait déjà, mais je peux moins lui faire manger de data, je pense. Donc, je me ferai un GPT pour des sujets perso, je pense. Ouais, c'est trop cool. Ça, c'est super pratique. Et tu peux le méta-prompter aussi. Donc, nous, on a tous un système de méta-prompting avec des templates qui nous permettent de très rapidement avoir des templates extrêmement... Enfin, là, je peux te déployer un custom GPT en littéralement 20 minutes parce qu'on a la méthode maintenant. Ok. T'entends quoi par méta-prompting? En gros, c'est le prompt que tu vas renseigner au custom GPT pour qu'il se comporte de la manière dont tu veux au sein des conversations que tu vas avoir. Ok. Donc, c'est les indications que tu vas lui donner, les objectifs attendus, et ainsi de suite, quoi. Hmm. Ouais, c'est aussi ce que je suis en train de faire pour mon SaaS. C'est un SaaS IA SEO, et c'est pareil, il nous faut un système prompt, un truc à la base pour qu'il dévie pas, pour qu'il fasse les choses qui suivent une trame générale, quoi. Mais ok, trop bien. Bon, du coup, on a parlé beaucoup d'inbound pour le coup. Euh, en... Enfin, je sais pas, déjà, enfin, c'est un peu con comme question, mais
Aujourd'hui, est-ce que tu as une préférence entre l'inbound et l'outbound? Ou, enfin, je sais pas, est-ce que ouais, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu te dis: «Bon, au final, l'inbound sur le long terme est beaucoup plus performant»? Est-ce que tu te dis: «Dans tous les cas, c'est 2 trucs à allier, dans des périodes différentes»? Euh, je pars d'un principe simple qui est que tout est question d'équilibre. C'est-à-dire qu'à un Mmh. moment donné, si tu veux un système fiable, tu dois avoir un système avec des vases communicants. Et OK. à partir du moment où tu es 100% inbound, ce qui a été notre cas pendant longtemps, hein, tu vas avoir une fragilité. Parce que mécaniquement, tu vas dépendre d'algorithmes à un moment. Et donc, chaque, euh, chaque choix implique un certain nombre de failles et un certain nombre d'écueils à éviter. Le problème le problème de l'outbound, par exemple, ça va être... Enfin, tu vois, chaque canal va avoir sa friabilité. Le cold email, ça fonctionne jusqu'à ce que ça fonctionne plus parce que là, tu te fais tringler un sender. Ou ta délivrabilité chute, tu sais pas pourquoi. Parce que tu as été rotaté sur un serveur pourri. Voilà. Mmh. Euh, Pareil pour... tu vois, pareil... Enfin, peu importe le canal. Pareil pour les ads. Tu te fais suspendre ton compte Facebook, enfin Meta pour 2 semaines. T'es dans la sauce. Et donc nous, on part d'un principe simple qui est que euh, on pourchasse ce qu'on appelle chez Skiesa le nombre d'or de l'acquisition. C'est quoi? C'est un tiers. En gros, on veut bâtir un système marketing qui repose pas seulement sur le marketing, mais sur ta delivery aussi, sur la qualité de ce que tu produis, de sorte à générer un tiers de lead en inbound, un tiers de lead en outbound et un tiers de lead par bouche à oreille. Et OK. on poursuit vraiment ce ratio-là. Pourquoi? Parce que si ton outbound ton outbound, ça décrit quoi? Ça décrit ta capacité à être en mesure d'aller chercher, tes leads en autonomie. Donc de savoir exactement à qui tu t'adresses, de savoir quel message leur délivrer, de savoir quelle offre leur proposer, Mmh. sachant que c'est par définition une audience froide qui te connaît pas, de sorte à aller générer des ventes, du CA, des collaborations. Tu vois. Donc ça dit énormément de ton niveau de maturité marketing et de ta résilience. Ensuite, l'inbound, c'est ta capacité à rayonner, à générer de l'autorité, à savoir parler le langage de ton audience, de sorte à ce qu'elle te considère, elle te voit passer, elle te considère, elle te crédibilise et elle a envie de te contacter proactivement. Mmh. Et après, le bouche-à-oreille, c'est quoi? C'est le reflet premièrement, de ta capillarité de marché, donc à quel point ton marché est en mesure de parler. Donc tu vois, Station F, marché extrêmement capillaire, c'est pour ça que c'est intéressant de go-to-market à Station F, parce que tout le monde ne fait que parler entre eux, parce que Station F, on fait que parler. Euh, l'usine, les usinages de boulons où t'en as une par région, où en fait elles vont pas parler entre elles. Voilà, Ouais. très faible capillarité de marché. Et la deuxième chose, c'est à quel point ta delivery est bonne, à quel point tu vas au-devant de la valeur que tu promets, et à quel point les gens sont tellement contents qu'ils en parlent autour d'eux. Tu vois. Et donc, ça te permet, ce ratio-là, il te permet de comprendre énormément de choses sur la maturité de ton système et à quel point tu résous ou pas ton équation de croissance. Et le produit dérivé de ça, c'est qu'en fait, finalement, tu as une acquisition qui est super stable parce que diversifiée et donc résiliente. Mmh. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on pourchasse. Et pendant un moment, tu vois, là où tout le monde nous disait ouais, vous êtes trop fort, vous tournez 100% en inbound, ça déchire. En fait, moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire ouais, non, mais là, c'est relou parce que euh, l'outbound qu'on arrive à faire marcher pour nos clients sans problème, et on n'arrive pas encore à le faire marcher pour nous. Mmh. Et c'est relou. Et donc là, c'est pour ça que, tu vois, nous, cette année, on s'est vraiment tapé sur le sujet pour le faire fonctionner. Et on a enfin compris là où le bas blessait. C'était pas un problème de maîtrise des canaux, c'était pas un problème d'outbound en lui-même, c'était un problème d'offre. Notre système d'offre n'était pas adapté à une audience froide. Et donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger. OK. C'est intéressant parce que tu peux pas forcément changer tes offres, enfin, logiquement, tu as des offres pour
tu as les mêmes offres pour l'ensemble des personnes qui viennent te voir? Ou au contraire, est-ce que tu te dis: «Voilà, outbound, j'ai vraiment une offre, dédiée, inbound, j'ai d'autres offres dédiées», mais dans quel cas, peut-être que tu peux avoir des problématiques de TJM, c'est pas les mêmes coûts, en inbound, tu vas être plus cher qu'en outbound ou ce genre de choses? En fait, c'est pas une histoire de d'inbound versus outbound. C'est une histoire de maturité de ton prospect au moment relativement à son timing, relativement au moment où il prend contact avec toi. Par définition, 95% de ton marché est froid. Il a jamais entendu parler de toi, il sait pas qui t'es, et il est pas dans une dynamique d'achat à l'instant T. Et donc il va pas être, il va pas te considérer. Et s'il te considère, sa propension à investir, je parle pas de sa capacité à investir, mais sa propension à investir chez toi, elle va être infiniment moindre que le prospect inbound qui a entendu parler de toi 5 fois au préalable, qui a consommé tous tes contenus et qui en fait là a déjà le chéquier sorti. Tu vois. Et donc l'erreur, et ce que j'observe chez 100% des clients qui ont été portés par l'inbound et le bouche à oreille, c'est de se retrouver enfermé dans un système qui s'est suradapté à l'inbound et qui en fait est infoutu d'être audible à une cible qui est un tout petit peu plus froide. Et donc la question en fait c'est pas, la vraie question c'est qu'est-ce que tu proposes à qui, de sorte que le passage à l'action se fasse nonobstant quoi. Et donc pourquoi on parle de système d'offres? Pas parce qu'on veut qu'il y ait un funnel rigide à travers lequel tout le monde passe, mais pour s'adapter à la propension, à la capacité de passage à l'action de nos prospects à tout moment. Et donc, si un prospect vient nous voir, qu'il est super chaud de travailler avec nous, et que là, en fait, il est directement prêt à s'engager sur une vraie grosse collaboration à très long terme, évidemment qu'on va considérer ça avec lui. Par contre, demain, si cette même offre, on la propose à un prospect qui ne nous connaît pas, à aucun moment on va le signer. À aucun moment. Et donc là, on va lui proposer une offre qu'on appelle une offre front-end, une offre d'appel, qui va être très très packagée, qui va être ultra lisible, qui va adresser un problème douloureux, urgent, reconnu, qui va traiter, tu vois, un symptôme et pas sa cause, de façon mesurable, sur une très courte durée, 14 à 30 jours, grand maximum, et avec un prix qui nous permet d'être tout juste rentable, pour faciliter son passage à l'action. L'objectif de cette front-end, c'est pas de bâtir une rentabilité, c'est d'avoir un premier benchmark de collaboration qui nous permet derrière d'aller l'upsell sur une offre à plus long terme qui va là traiter la cause du symptôme qu'on vient adresser. Et en fait, ça te permet de générer du lead beaucoup plus facilement, ça te permet de signer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et derrière, ça te permet de débloquer des opportunités de collaboration que tu n'aurais jamais pu signer outre mesure. Et ça change absolument tout. OK. Est-ce que du coup ton pipeline de vente, c'est le même, simplement c'est ton offre qui change? Ou est-ce que même au niveau, par exemple, d'un pré-audit que tu ferais à quelqu'un qui te contacte, quelqu'un que tu vas contacter, tu vas plus lui proposer autre chose, passer moins de temps sur son dossier? C'est exactement le même pipeline, premier appel, je sais pas moi, rendez-vous, de consultation, proposition commerciale, ou c'est vraiment 2 pipelines différents? En fait, de toute façon, la nature... Alors, la structure... ta structure commerciale doit bouger le moins possible. Donc, tu vois, chez nous, on a R1, R2, R3 optionnel. Ça fonctionne toujours comme ça. Et le process est le même à chaque fois. Par contre, forcément, la teneur de ce qui va s'y dire va dépendre déjà au préalable de ce qui a déclenché ce premier échange, ce R1. Et donc là, pour le coup, c'est un travail d'adaptation du sales qui doit justement maîtriser le discours, maîtriser les offres, avoir une bonne remontée d'informations de par le CRM, de par l'équipe qui a booké le rendez-vous, pour que derrière, ça se passe le mieux possible. Donc après, c'est vraiment un travail d'adaptation, et c'est pour ça que la formation des sales est ultra importante. Et c'est pour ça que nous, on parle vraiment d'une continuité entre ton offre, entre ton market, comment tu génères les opportunités, et derrière comment tu convertis, parce que les trois sont extrêmement intégrés, quoi. Et je parle même pas de la delivery, mais tu vois, tu as toute une systémie. Et l'erreur, c'est de voir le truc de façon dissociée. Moi, aujourd'hui, tu sais, on fait du call pour nos clients. Je vois plus un seul monde où on ne vient pas packager une offre adaptée au call pour nos clients. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que si on sait générer du rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais
Si derrière ces rendez-vous-là découlent sur une absence totale de vente parce que l'offre est adaptée à une cible inbound, bah en fait, on fait perdre du temps à tout le monde, quoi. Donc, c'est pas le sujet. Et donc, tu vois, les trois sont tellement intrinsèquement liés que je vois pas comment les dissocier. Et l'opportunité de ça, l'opportunité de justement travailler sur les trois en même temps, bah, c'est justement l'opportunité de générer vraiment des résultats, quoi. Et je te... Oui. Et pour te dire, ça m'a tellement donné du fil à retordre à l'époque où j'avais eu mon agence avant Skelesia, mon agence de cold email, enfin d'outreach, que je m'en suis détourné pour faire autre chose. Pas parce que je générais pas de résultats métiers, pas parce que je générais pas de leads, on était parmi les meilleurs de France en termes de performance absolue, mais parce que nos clients soit n'arrivaient pas à closer parce que commercialement ils n'arrivaient pas à prendre en charge cette audience-là, soit parce que, bah, en fait, indépendamment de leur prise en charge, et ben, leur offre n'était pas adaptée, donc ça signait pas. Et ça m'a tellement écœuré qu'en fait, bah, à la fin, j'ai rage quit, quoi. Ok. Ouais, il y a une boîte qui me fait marrer dans le domaine du digital comme ça, c'est Solocal, qui est une boîte, c'est une machine outbound. Et genre, ils ont plein de sales qui savent vraiment aller chercher le R1, puis ensuite, tu vois, c'est plus un responsable marketing qui va faire le R2, etc. Et c'est une usine à vente. Par contre, en effet, c'est ce que tu dis, tu vois. Moi, par exemple, je fais que de l'inbound, Paul aussi. Et c'est vrai qu'on a des devis qui sont assez élevés. Bien qu'on reste quand même, tu vois, en fonction d'un TJM assez jeune, tu vois, mais on a quand même des devis assez élevés. Solocal et ce genre de petites boîtes, il y en a pas mal des boîtes comme ça. Souvent, c'est des boîtes soi-disant spécialisées pour un secteur d'activité, genre le CMS pour les pharmaciens. Ou le truc, tu vois, ça marche très très bien en outbound, tu vois. Et en fait, c'est quoi leur offre? Et ça, moi, ça m'embête dans mon activité parce que je veux pas faire ça. C'est de leur faire un site à 300 euros et ensuite de leur maintenir le site à, je sais pas, 50 euros par mois pendant 24 mois, sauf qu'il y a zéro temps de travail. Juste 300 euros, et après c'est terminé. Il y a un petit peu de netlinking entre les domaines parce qu'ils les ont tous. Mais par contre, le niveau de qualité est par définition ultra faible. Et du coup, la question, c'est comment, sur une offre outbound, c'est-à-dire très peu quali ou une offre d'appel, tu peux ensuite monter vers de l'inbound parce que la boîte dans le digital qui cartonne le plus en cold, qui pour moi c'est Solocal, tu vois. Après, il y en a peut-être d'autres, mais Solocal, c'est quand même une étude de cas là-dessus. Ils sont une grosse boîte à faire que ça, tu vois. Persuadés que c'est l'inverse. Ils peuvent pas vendre de la grande qualité. Enfin, ils sont bloqués. Je pense qu'ils ont du mal à vendre de la qualité. Je me trompe peut-être après. Alors, Mais inversement, une grosse agence, genre Primelis, une belle agence de communication, Uplix, Eskimos, je les vois mal prendre leur téléphone, avoir une armée de SDR ou de commerciaux. Mais ils l'ont peut-être. Hein. Et d'appeler tous les plombiers pour leur dire je suis le site spécialisé pour vous faire votre truc, etc. Tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles finalement qui sont plus adaptés à d'autres? y a... En fait, au bout d'un moment, forcément, tu vas être drivé par ton modèle économique et tu vas avoir des inflexions dans un sens comme dans l'autre. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais là, il faudrait regarder la réalité des chiffres derrière. Quel modèle est le plus rentable? Ça, je ne saurais pas te dire. Après, tu as des questions, tu as des considérations d'ordre éthique et moral. C'est-à-dire, est-ce que tu te sens, est-ce que tu es à l'aise à l'idée de commercialiser une offre qui est très asymétrique entre la valeur perçue, la valeur réelle et la valeur réelle que tu délivres, tu vois. Moi, perso, c'est pas un truc qui me botte. Ça, c'est sûr. Après, ce que tu disais, c'est une offre front-end, c'est pas une offre pas quali. Au contraire. C'est une offre extrêmement quali. En tout cas, tu as tout intérêt à ce qu'elle soit la plus qualitative possible, mais qui est extrêmement ciblée sur une problématique très précise. Donc le sujet, c'est pas de vendre un truc tout pourri pas cher, parce que là, ton upsell, sinon, il se fera absolument jamais. C'est de proposer une solution très précise à un problème très précis. Tu vois, en fait, l'enjeu, la clé, elle se trouve là. La clé, elle se trouve, tu vois, c'est exactement l'analogie que je prends pour illustrer ça, c'est celle du kiné.
tu débarques chez le kiné, t'es en angle droit, t'es plié en deux parce que tu t'es bloqué le dos. Bah là, en fait, le kiné, premier rendez-vous, il va te proposer quoi? Il va te proposer 30 minutes pour te débloquer. Donc vraiment, là, il va traiter le symptôme. Il va faire des manipulations, je sais pas, il va te donner... Bon, il peut pas faire d'ordonnance, il peut pas te prescrire, il va te recommander de prendre un Doliprane, machin. Il va te débloquer, il va te soulager en 30 minutes. Ça, c'est la front-end. Là, de toute façon, à ce moment-là, toi, t'as juste mal au dos, t'arrives pas à relever la tête. Donc là, il va traiter le symptôme. Et de toute façon, toi, en tant que patient, tu n'es réceptif qu'à ça. Tu n'es réceptif qu'au soulagement de ta douleur urgente et conscientisée et expérimentée. Par contre, une fois que tu es soulagé, là, il va pouvoir te dire, bah tu vois, là, ce que tu l'as vécu parce que tu as un décalage du bassin dû à une mauvaise posture quand tu étais petit, tu as un début de hernie entre L4 et L5, et tu as un problème de musculature, tu as un manque de musculature dans ta chaîne scapulaire, ce qui fait que dans 6 mois, les données disent que tu as 92% de chances que ça se reproduise. En 2 fois pire. Moi, ce que je te propose, c'est que là, on se revoit toutes les semaines pour les 3 prochains... toutes les semaines sur les 4 prochains mois. On va te faire des exercices. Je vais te faire des manipulations. T'auras 90% de chances que ça se reproduise jamais. En fait, tu signes tout de suite. Et là, en fait, il t'a embarqué sur son offre, sur son offre maîtresse, sa core offer, qui va faire le cœur de sa rentabilité. Et là, il va traiter les causes du symptôme avec toi. Tu vois? Et donc, en fait, tu as une logique naturelle qui se fait. Et nous, ce qu'on recommande aux clients, c'est de ne pas chercher à réinventer la roue, de chercher à être le moins créatif, le plus bête et méchant possible, de simplement regarder ce qu'ils font d'ores et déjà pour leurs clients qui peuvent faire les yeux fermés, qui leur génèrent taquet de résultats ultra rapidement, que leurs clients ne savent pas faire et que donc ils valorisent de fou, et qui génèrent des résultats tangibles, chiffrables, mesurables. Et en fait, tu récupères ça, tu t'identifies ces tâches-là, bah en fait, ça te fait la matière première de ce qui sera demain tes offres front-end, parce que tu peux en avoir plusieurs aussi. Et ça, bah, ça fonctionne bien. Ouais, je vois très bien. Bah, de toute façon, après, ouais, on a un peu cette logique aussi en SEO où tu pourrais, par exemple, en offre front-end, vendre une presta one shot, mais qui débloque un problème précis. Type, voilà, aujourd'hui, vous avez aucune stratégie SEO, vous savez pas du tout où vous allez. Nous, ce qu'on va vous livrer, c'est la liste des 50 mots-clés, en fait, qui vont vous apporter le plus de cash si vous vous positionnez dessus à long terme. Et après dire: «Bon, bah, voilà, maintenant que vous avez ça, on vous fait, je sais pas, 10 pages les plus business, on vous les fait. Vous voyez les premiers résultats, vous avez des premiers leads et ensuite, bah, pour taper tous les autres mots-clés, on fait un mensuel ensemble et on vous accompagne dans la durée, pour que vous ayez plus jamais de problème d'acquisition, et que ça roule tout seul, quoi». Ouais, complet. Et vous, du coup, chez Scalesia, c'est quoi est-ce que tu as un problème, une offre front-end, très populaire, que tu vends le plus, le pain que tu résous le plus en général, tu en as un, qui te vient en tête ou pas? Ouais, bah nous là aujourd'hui, on est en train d'expérimenter sur tu sais, on a plusieurs boîtes nous. Ouais. Donc là, je peux pas te répondre à l'échelle du groupe parce que bah, chaque BU a sa propre front-end, a sa propre logique. Typiquement, le starter pack chez nous, bah, il a pas besoin de front-end parce qu'on est un peu dans un hybride avec une core offer qui se vend très bien en l'état. Donc là, c'est pas forcément applicable. Sur l'advisory, ça nous donne du fil à retordre de fou. C'est notre produit historique. Donc là, on est en train d'expérimenter justement pour voir. Et là, aujourd'hui, ce qui est le plus proche d'une front-end qui fonctionne bien pour nous, c'est sur l'agence, c'est sur Akiro, notre agence Call, où là, en fait, on a une front-end toute simple, qui est que on vient te générer tes premiers rendez-vous. Donc, j'ai plus les chiffres en tête. C'est pas moi qui la commercialise. Mais on vient te générer, je crois, 5 à 12 rendez-vous en 14 jours. Donc, rendez-vous qualifiés dans ton agenda, etc. Je crois que j'ai plus le chiffre exact. Ça a été recalibré. Et avec engagement, avec garantie de résultat ou compensation. Et en gros, on continue de le faire tant qu'on a atteint les résultats. Et donc, en gros,
onboarding express, absolument extrêmement peu coûteux en temps et en charge opérationnelle pour le client. On s'occupe d'absolument tout et on vient de générer du résultat, et en plus on dérisque au maximum parce que dans tous les cas en fait on te garantit que tu auras ce pourquoi tu as payé sans frais supplémentaires. Et ça derrière ça nous permet d'être ultra audible auprès de nos prospects. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des prospects qui ne sont pas intéressés par ça parce qu'ils savent déjà ce qu'on peut générer pour eux. Ils sont intéressés par le long terme avec nous. Et donc en fait, on peut directement passer sur notre accompagnement long terme. Tu as souvent ça dans l'accompagnement court terme. C'est qu'en fait, tu dois promettre des résultats. Par exemple, c'est pour ça que typiquement, nous, on est un peu plus dans le web, tu vois. Donc, sur le local, ils vont faire le site, tu vois. Ils vont pas... Tu vois, typiquement, un audit en cold, comme, tu vois, type, je vous fais un audit SEO, je vous dis quoi faire et tout, je suis sûr que c'est plus compliqué à vendre que des promesses de résultats satisfaits ou remboursés, résultats atteints ou remboursés, etc. Ce qui est assez chiant d'ailleurs dans notre secteur d'activité parce que en SEO ça prend du temps. Pareil, tu vois, quand tu fais une campagne ad, c'est juste horrible. Quand la personne qui te dit je vous rémunère pas, vous prenez un pourcentage réussite, tu lui dis ouais, mais tous les cas je bosse, moi je préfère bosser et être payé pour mon temps de travail, peu importe si ça, même si ça va marcher, tu vois ce que je veux dire. Les audits ça marche bien. Les audits ça marche même si t'as pas une promesse. En fait, les audits ça marche si t'as la pain de ton prospect à l'instant T, c'est un manque de visibilité, c'est un manque de clarté. Donc, si ton prospect en fait conscientise à l'instant T le fait que là, il voit qu'il y a des opportunités derrière le brouillard, a fortiori, il voit qu'il y a potentiellement des quick wins à apporter, mais que justement parce qu'il y a ce brouillard, il est complètement paumé. Et là, l'audit, il fait carrément sens. Et ça se vend en général très bien. À condition derrière de bien l'amener en ce sens-là, justement. De l'amener comme un remède à ce manque de clarté. Et donc, nous, ce qu'on fait et en général, ça va être le template de base pour toutes les boîtes de conseil. Ça va être justement un audit comme ça, ultra packagé, où en fait, tu vas promettre comme livrable une roadmap très précise, un plan d'action très précis, avec des quick wins vraiment avec des quick wins priorisés. Donc c'est vraiment, on va vous donner le playbook de tout ce que vous pouvez mettre en place. On va s'occuper de tout. En 14 jours, vous avez ça. On vous fait une restite et vous avez absolument tout votre plan d'action pour les 6 prochains mois avec les correctifs à apporter, les quick wins qui vont vous apporter des résultats à court terme. On vous présente tout ça et vous repartez avec si vous voulez. Ou alors, on pourra le faire ensemble. Et ça, pour le coup, ça marche très très bien. Et par contre, comment tu l'amènes ? Ça, tu l'amènes en vente d'une manière qui est assez particulière, qui est vraiment de la vente consultative. Donc en gros, tu apportes de la valeur et au bout d'un moment, ton prospect, de par les questions que tu vas lui poser, va déjà te crédibiliser. Enfin voilà, tes questions vont te crédibiliser auprès de lui et va lui-même conscientiser petit à petit le fait que oui, effectivement, là, il est complètement paumé et qu'il a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Après, ce que je te dis, là, pour le coup, ça peut peut-être ne pas du tout s'appliquer à ton contexte. C'est pour ça que tout ça est super itératif. Moi, ma première front-end, je ne l'avais pas conscientisé comme ça à l'époque. Mais en fait, elle marchait de fou. C'était un bootcamp sur une journée où je formais à mes méthodes. Donc, ce qui était cool, c'est que j'avais une méthode... j'utilisais mes propres méthodes pour la distribuer. Donc, je prospectais, je la distribuais en prospection. Je générais, donc c'était un bootcamp sur une journée en présentiel sur Paris et ensuite en live, en ligne après, lors du confinement et après. Et je remplissais une session par mois comme ça. Vu que l'offre, elle était absolument irrésistible, parce que ma promesse c'était que vous repartez avec vos premières réponses le jour même ou le lendemain. Donc vous lancez vos campagnes avec moi. Vous repartez avec vos premières réponses le jour même ou le lendemain. Je signais en général en un call de 45 minutes à 1 heure avec un taux de conversion super élevé parce que c'était vraiment pas cher pour ce que c'était. Et derrière, je délivrais à fond. Et naturellement, j'allais upseller entre 2 et 4 clients par session. Par session de 10-12 personnes. Et tu vois, ça, c'est une front-end. C'est un exemple de front-end. Et l'avantage du format bootcamp, c'est que tu peux le thématiser à l'infini.
Donc tu peux tester autant de bootcamp que tu veux, de autant de thématiques que tu veux, du moment que ça reste ultra actionnable à très court terme. Et ça, bah, tu vois, dans la thématique SEO, bah, tu as une infinité de formats différents. Donc tu vois, il y a plein de templates de front-end différents qui peuvent très très bien fonctionner en done with you, en done for you, en do it yourself, quoi. Ok, super clair. Si on parle un peu du personal branding, parce que là il nous reste quelques minutes. Moi je t'ai connu principalement grâce à ça, au personal branding. Je voulais savoir, t'en étais où actuellement? Est-ce que tu mets toujours autant d'intensité qu'avant dans le personal branding? Est-ce qu'au début tu faisais manuellement, maintenant est-ce que tu fais toujours manuellement? Est-ce que tu délègues? C'est quoi un peu l'état des lieux? Ouais. Alors, moi, je me suis. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle le personal branding en tant que tel. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je suis pas le plus extraverti du bocal, quoi, on va dire. Donc, je suis bien dans mon coin. Je suis pas le mec qui va le plus kiffer, se montrer, et ainsi de suite. Tu sais, pendant une période, j'étais plutôt visible sur LinkedIn et tout. Ça a fait que ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire reconnaître à des moments random. Ça m'a un peu gonflé. Ok, ouais. Et donc, je me suis très vite rendu compte que non, c'était pas, tu vois, une voie que j'ai envie de prendre. Et qu'en plus de ça, oui, il y avait une corrélation entre mon nombre d'impressions et les opportunités qu'on générait, mais ça restait une corrélation. Et que jusqu'à un certain point, cette corrélation, elle commençait à décroître. Ok. Et passer à un certain seuil. Et donc, je me suis dit, ok, c'est pas forcément le sujet. Je cherche pas à maximiser ma visibilité. De toute façon, là, je suis sur un momentum et ça va s'estomper au bout d'un moment. Ou alors, je vais maintenir ça au prix de mon enfermement là-dedans, dans cette quête de maintien de mon reach, qui va être de plus en plus coûteux pour moi. Et donc, je me suis dit, ok, c'est pas le sujet. Je cherche pas à être visible, je cherche à être crédible. Et je cherche pas à parler à tout le monde, je cherche pas à maximiser ma visibilité. Je cherche à maximiser mon rayonnement. Et c'est allé de pair aussi avec une vraie interrogation que j'avais de finalement quel est mon rôle, qu'est-ce que ma boîte attend de moi et foncièrement qu'est-ce que je suis. Bah en fait je suis pas un créateur de contenu. Mon rôle c'est pas de créer du contenu. Mon rôle c'est d'être CEO de ma boîte, c'est de m'assurer que ma boîte tourne le mieux possible, de faire ce qu'il faut pour qu'elle tourne. Et donc ça implique que je crée du contenu parce que par la force des choses j'aime ça en plus. Donc j'aime créer du contenu, mais je suis pas créateur de contenu. Aujourd'hui, je suis juste un mec qui entreprend et qui, tu vois, je me définis même pas comme un entrepreneur. Je me définis comme un mec qui entreprend pour l'instant, tu vois. Et donc là, j'ai compris que, mon rôle, c'est pas de créer du contenu, c'est juste de faire ce qu'il faut à l'instant T. Et donc, je me suis posé la question de finalement, qu'est-ce qui me permet de créer du bon contenu? En fait, c'est pas la forme parce que je suis pas le meilleur graphiste, typiquement. Je suis pas le meilleur monteur. C'est vraiment le fond. C'est la qualité c'est la pertinence le plus possible de mes idées, de mon expérience et ce que j'arrive à transmettre. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'entourer, à me structurer. Et qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, mes infographies, mes carousels sur LinkedIn, c'est pas moi qui les fais. Moi, ce que je fais, c'est que je produis la matière première, des gros contenus, tu vois, des podcasts, des gros articles que je produis encore. C'est encore moi qui produis notre newsletter du vendredi, par exemple, avec des gros articles. Je développe la méthodologie Scalesia et qui va servir de matériau derrière pour les contenus snackables qu'on va publier. Et donc, tu vois, j'ai mis en place toute une arborescence comme ça qui me permet de donner du matériau à une équipe vachement plus capée que moi sur la forme, qui va s'assurer de faire un truc qui tourne. Et sur la partie éditoriale, je me suis recentré sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que la stratégie, tu sais, le framework Tofu, Mofu, Bofu, pour le coup, je m'en suis complètement départi de mon côté. Et je cherche plus du tout à faire du reach. Je cherche à... En fait, moi aujourd'hui, je vais te dire, la métrique phare que je regarde sur tous mes canaux, c'est plus le nombre de likes, le nombre de commentaires, sauf pour les lead magnets,
c'est le nombre d'enregistrements et d'envois en DM. Mmh. C'est ces métriques-là que je regarde. Parce que moi, mon objectif, c'est pas que les gens like passivement, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se retrouvent face à un contenu tellement pertinent qu'ils ne peuvent que l'enregistrer pour y revenir plus tard. Parce que ils ont compris que ça faisait une différence. Et donc, je me concentre là-dessus. Et pour le coup, bah ouais, mon nombre de vues, mon nombre d'impressions a baissé. Par contre, bah, on génère plus de leads qu'avant. C'est archi moins pressurisant. Parce que là, aujourd'hui, je m'en contrefiche de faire un post de 50 likes. Mmh. Et les prospects sont vachement plus qualifiés qu'avant, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'ils nous crédibilisent vachement plus. Et donc ouais, l'évolution de mon personal branding, c'est ça. Et c'est de comprendre aussi un truc, c'est que tu peux faire ce que tu veux, hein. Le branding, c'est avant tout la variable la plus cruciale de ton équation de branding, c'est ta réputation. Mmh. Donc Ouais. c'est ce que les gens disent de toi, et de par la congruence entre ce que tu promets et ce que tu fais. Donc moi, je m'attelle juste à ça, je m'attelle juste à ce qu'on ait le meilleur produit possible, que les gens qui nous font confiance en parlent le mieux possible de ce qu'il y a derrière, et parce que c'est ça qui va nous porter à terme, quoi. Mmh. Bah, en vrai, je peux que relate parce que à mon échelle en freelance, c'est pareil. Moi, les moments où j'ai eu le plus d'inbound qualitatif, c'est quand j'ai commencé à faire des analyses SEO en partage d'écran sur ma chaîne. Les gens ont grave kiffé ce format-là. Je me suis dit: «OK, en plus, j'apporte un truc que peu apportent». J'ai commencé ça il y a peut-être 2-3 ans et à ce moment-là, il y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Même aujourd'hui, il y a toujours pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est pas un format qui est voué à faire 1 milliard de vues, c'est pas, le guide, en 5 étapes, pour exploser tout en SEO, en moins de 10 minutes ou je sais pas quoi. C'est plus un peu, quand même précis. Mais je sais que du coup, des fois, il y a des belles boîtes qui me contactent, et ils me disent: «Bah, voilà Paul, on suit tes vidéos, machin, on aimerait bien aller plus loin avec toi, on a vu ta logique». Ils voient comment je réfléchis, ils voient ce que je sais, les patterns que je suis, enfin. Et en plus, le format vidéo, ça s'y prête, ça communique encore plus, quoi. Enfin, tu entres, littéralement dans la tête des gens, quoi. Complètement. Ouais. Puis moi, j'ai vu Benoît, je crois avoir vu que t'étais un littéraire à la base, non? Ouais, Ça m'a marqué. ouais. Et je sais que Paul aime bien la psychologie aussi. En fait, pour rebondir là-dessus, même moi ayant un petit peu communiqué sur LinkedIn, je trouve que c'est pas un bon move de s'exposer pour être heureux, tu vois. Peut-être que pour avoir un maximum de reach et cetera, tu dois t'exposer. Mais en fait, je pense que c'est hyper important tu vois, d'avoir une phase, enfin des choses que tu montres pas aux gens, que tu montres seulement à tes proches. Et en fait, tu pas une bête de foire et tu pas là en mode: «Bon les gars, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, voilà ma personne». Et il y en a énormément qui font ça sur LinkedIn, je les vois passer et je me dis: «Ils vont se cramer». Parce qu'ils vont se sentir mal au bout d'un moment les gars, tu vois? Ou les filles. Parce que tu communiques trop sur toi en fait. Et après on leur dit que oui, il faut faire du personal branding, du personal branding, du personal branding. Mais à la fin, au bout de 2-3 ans, je suis pas sûr que ce soit un bon move, tu vois? Même si en effet, d'un point de vue like, d'un point de vue reach et cetera, c'est bien. Parfois, il vaut mieux rester un peu tranquille, tu vois, dans son coin. Et en plus, les posts experts fonctionnent très bien. Moi, là, j'ai fait un post qui a fait 320 interactions, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un comme ça. C'était un truc qui a parlé du robot TXT du Parisien, le truc bien expert, tu vois? Et les gens kiffent en fait, parce qu'ils se disent: «Voilà, là c'est du contenu intéressant, là c'est du contenu», tu vois? C'est pas qu'un truc en mode, Instagram, LinkedIn, c'est un truc où tu es censé apprendre des choses, tu vois? Imagine, tu ouvres un magazine, tu es fan de, je sais pas, de voitures, tu peux passer un peu plus de temps à regarder, tu sais, ou de moto, la fiche d'une moto bien technique que le truc, toujours superficiel, tu sais, la couche superficielle, du truc, tu vois? Et ça marche aussi très bien en fait, hein, je pense le contenu expert. Ça demande le personal branding, ça requiert un type de personnalité très particulier. Déjà, foncièrement, faut aimer ça. Faut aimer être visible, faut aimer être vu. Voilà. La question à se poser, c'est est-ce que tu aimerais être reconnu dans la rue? Vraiment. Et là, pour le coup, c'est très subjectif et personnel, hein. T'as des gens qui adorent ça, des gens qui sont plutôt neutres et des gens qui aiment pas ça. Moi, perso, j'aime pas ça. À chaque fois que ça m'est arrivé, c'était chiant. Enfin, franchement, en fait, c'est l'idée de discuter avec quelqu'un qui aime mon contenu et qui trouve que j'apporte de la valeur, c'est vraiment cool. Mais le fait de ne pas savoir quand ça peut se produire, bah, c'est très insécurisant pour moi.
Donc ça, en fait, j'ai ma réponse aujourd'hui. Et en fait, ça fait partie des pratiques à très haut risque et donc très grosse opportunité. C'est-à-dire que, oui, si tu veux créer un momentum de fou, et tu as énormément d'exemples, hein, il y a difficilement autre chose, a fortiori aujourd'hui, de plus puissant qu'un personal branding fort. Ça va te porter comme pas possible. Par contre, c'est extrêmement fragile. Ça a énormément de friabilité. On parlait tout à l'heure, tu sais, de la friabilité des canaux. C'est un canal extrêmement fragile parce que ça repose sur ton aisance, ça repose sur ta longévité, ça repose sur ta capacité à te renouveler en permanence, ça repose sur ta réputation qui peut s'étioler très facilement. Ouais. Et en fait, le danger de ça aussi, c'est de t'empêcher d'occulter, justement t'amener à occulter les autres façons de faire. Tu sais, il y a cette bataille dans le marketing il y a ces deux paroisses entre l'Evergreen et les lancements orchestrés. C'est Evergreen, c'est t'as ta VSL, Ads, VSL, et puis en fait tu vas convertir comme ça en flux tendu, en flux tendu. Et après t'as les lancements orchestrés où là ça va être une approche plus en stock où tu vas avoir des webinaires, des challenges, et ainsi de suite. En fait, le plus gros argument des pro Evergreen, c'est de dire oui, les lancements orchestrés, ça marche extrêmement bien. Ça marche vraiment démentiellement bien quand c'est bien fait. Mais premièrement, ça te friabilise énormément parce que tu foires un lancement, bah tu foires ton mois, ton trimestre, ton année. Et deuxièmement, c'est que justement, ça marche tellement bien qu'à la fin, tu vas te faire aspirer par ça et tu vas te retrouver avec, finalement, une boîte qui est organisée autour de ces challenges, autour de ces webinaires, autour de ces lancements. Et finalement, ça devient ton métier à part entière. Et c'est ça le danger, c'est qu'à la fin, t'es plus entrepreneur, t'es coordinateur de webinaires. Voilà. Et pareil, à la fin, et moi, c'est ce qui a commencé à m'arriver, hein, vraiment. J'étais plus entrepreneur, j'étais head of personal branding, créateur de contenu en chef chez Skeleza. Ouais, non, en fait, ma boîte attend autre chose. Et le problème, c'est qu'à la fin, j'étais complètement œillérisé par ce truc-là. Et ça m'empêchait même de considérer des choses au sein de ma boîte. Et je remplissais plus mon rôle à la fin, quoi. Et en plus, ça m'aliénait de fou. Donc, ouais, je te rejoins. Ouais. Je suis d'accord, pareil. Encore une fois, c'est à mon échelle en tant que freelance, mais c'est la même chose. Tout qu'en freelance, tu as un temps qui est encore plus limité. Si tu souhaites pas déléguer à 1 milliard d'autres freelances ou quoi, t'es vite capé. Et c'est vrai que la création de contenu, ça occupe pas mal de mon temps. Mais justement, aujourd'hui, je baisse un peu, tu vois, notamment LinkedIn. Je me forçais à faire un rythme, à suivre un rythme de publication par semaine sur LinkedIn. Et maintenant, je suis passé juste à un truc où j'essaie de faire là en ce moment quand même un playbook par semaine parce que ça a pas mal d'impact et tout. Et puis après, full communication plutôt au feeling dès que j'ai un vrai truc à dire sur un projet en cours, un vrai cas client, un truc comme ça. Et déjà, ça libère pas mal de temps. Pareil, newsletter, avant, je me forçais à en faire une toutes les semaines. Là, c'est pareil, j'en fais juste au feeling quand j'ai un truc à dire ou voilà. Et ouais, ça fait du bien en vrai. Surtout que pour la première fois, je suis en train de bosser sur un autre projet que juste les sites de mes clients en tant que prestataire. Donc je suis obligé en fait enfin bref. Mais du coup, ouais, je suis assez d'accord aussi, je suis assez d'accord. Par contre, il y a des trucs, tu vois, par exemple YouTube. YouTube, c'est un truc où je sais il faut que je garde l'habitude parce que déjà, c'est un contenu qui est quand même vachement authentique, humain, vidéo, et qui démontre, l'expertise et qui va loin à chaque fois. C'est pas vraiment du putaclic, même si, faut faire des belles miniatures et des beaux titres quand même. Et YouTube, je sais que c'est un truc où si t'arrêtes, c'est pas comme une newsletter où bon, t'arrêtes, arrêtes 2 semaines, après tu t'y remets, tu te connectes sur Substack, tu fais ta newsletter, ça va. Mais YouTube, tu peux vite, c'est quand même, engageant, quoi. Enfin, c'est quand même prenant. Donc je me dis si j'arrête, il y a des chances que même si j'adore le faire quand je le fais, que je le refasse plus et ça me fait trop peur. Ouais. C'est ça le plus gros danger. C'est pour ça que moi, je m'astreins à une fréquence pour le coup. C'est justement ne pas interrompre ce flux. Déjà d'habitude de mon audience et d'habitude nous concernant. Ouais. Parce que ouais, c'est toujours très compliqué de reprendre.
Et Ouais. c'est toujours derrière réussir à jauger la bonne fréquence qui est maintenable pour toi dans le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors t'astreindre à une fréquence, tu vois, à un seuil de fréquence dans laquelle tu vas pouvoir naviguer. Mmh. Donc une fois toutes les 2 semaines, entre une fois toutes les 2 semaines et 3 fois par semaine, tu vois, et t'as ce seuil de tolérance qui te permet de moduler en dessous duquel tu vas pas, quoi. Mmh. C'est plutôt comme ça que j'ai tendance à appréhender le truc perso. Ouais. Ouais, bah, franchement, c'est pareil, là, c'est juste j'ai lâché sur 2 canaux, newsletter et LinkedIn, parce que j'estime que c'est pas très 20-80, en tout cas dans les retours que Mm. j'ai et tout. Comme j'ai un temps limité, je préfère focus podcast toutes les semaines, vidéo YouTube toutes les semaines. Et puis le reste plutôt au feeling quand j'ai un vrai truc. De toute façon, on en revient toujours à la fin à ce qui te fait le plus kiffer et ce qui Ouais. fait le plus kiffer ton audience, hein. Enfin, Ouais. franchement, c'est là qu'il faut aller. Et moi, pour le coup, tu vois, j'ai arrêté mon podcast vidéo sur ma chaîne parce Ouais. que ça m'a gonflé. J'aimais Ok. plus du tout faire ça. Et par contre, mon podcast avec mon pote Alexis, toutes les semaines, on est tous les deux et on déconne, ça fait moins d'écoute, clairement. Mais pour le coup, c'est des écoutes vraiment qualitatives parce que c'est des gens qui veulent ce contenu-là. Ouais. Et ça, je me sens de faire ça pendant 10 ans sans aucun problème. Hmm. Et c'est là que tu crées des effets cumulés finalement. Hmm. Ouais, je suis. Bah ouais, pareil. Bah, c'est ce que je disais à Antoine, même à des potes, des fois, qui se lancent. Là, j'ai un pote qui se lance en freelance et il me demandait, enfin, il me demandait. On parlait de son acquisition, de ce qu'il pourrait faire entre l'outreach, le fait de poster sur LinkedIn et tout. Je lui dis, tu sais, en vrai, il faut vraiment que tu trouves le truc où de base, tu es curieux, où de base, les gens qui réussissent dans ce canal-là, ils t'intéressent, tu as envie de savoir pourquoi, tu te verrais bien le faire, tu sens que ça t'attire. Je lui dis, il faut que tu focuses ça parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas devenir très, très bon de base parce que juste tu vas le faire, ça se trouve, pendant 2 ans en ayant une volonté de t'améliorer et tu vas kiffer et donc tu auras aucune friction, donc tu vas pas abandonner et tu vas juste être trop bon à la fin pourvu que tu aies une volonté de t'améliorer et et voilà. Et je lui ai dit: «Par contre, si tu te forces», parce que ce mec-là, je le connais, c'est un de mes meilleurs potes et je pense que, par exemple, faire des posts sur LinkedIn, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son truc, quoi. Donc je l'imagine faire des posts sur LinkedIn et je me dis: «Mais ça se voit que ça va le faire chier». Il va peut-être avoir le syndrome de la feuille blanche et tout et je me dis: «Il faudrait qu'il trouve son canal, quoi». Donc après, du coup, je suis archi d'accord avec toi. Parce que j'ai vu que c'est ce qui avait marché pour moi aussi, tu vois? YouTube, ça m'a toujours attiré, podcast, ça m'a toujours attiré, LinkedIn aussi, ça m'a toujours attiré, même si maintenant ça me saoule un peu parce que j'ai pas envie de faire des formats qui marchent, où il y a peu de valeur ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que LinkedIn aussi, je me recule un peu, tranquille. Hmm. Mais ouais, clairement, faut kiffer, quoi. Surtout quand tu personne à qui déléguer ou tu peux pas déléguer à d'autres experts qui sont très bons et qui, eux, ont ce kiff-là, bah, tu pas le choix si tu fais tout toi-même. Mais Trop ouais. bien. Bon, bah, en tout cas, Benoît, merci beaucoup pour ton temps, pour tous tes tips. Je sais pas si tu avais là, on a dépassé déjà de 10 minutes, alors voilà, mais si tu avais un truc dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé, en vrai, n'hésite pas. Bah écoute, ouais, on s'est dit pas mal de choses là. C'est cool parce qu'on a pour le coup le, euh, tenu la promesse de parler à la fois d'inbound et d'outbound, donc c'est cool. Ouais. Après moi, toujours chaud, si vous voulez qu'on continue de papoter de tout ça ou d'autres sujets, toujours chaud pour repasser une tête. Donc ouais, OK. merci en tout cas pour l'invitation, c'est trop cool. Vas-y, bah, écoute, c'est bon à savoir. En plus, je pense que comme tu touches à pas mal de canaux et cetera, là, on a parlé au global, mais je suis sûr qu'on pourrait faire, si jamais tu as le temps, enfin que nos agendas, se coordonnent, je suis sûr qu'on pourrait faire des petits podcasts masterclass sur un truc dédié que, à mon avis, tu maîtrises bien, tu vois? Donc ouais, Avec plaisir. carrément, écoute, on te renverra un message, ça pourrait être top. Avec plaisir. Tant que vous me donnez des billes sur le SEO en échange. Vas-y, on fait ça. On va t'envoyer des petits backlinks, gratuits, avec Avec toute plaisir. l'audience MVP et ils ont tous 1 milliard de sites donc Eh on bah, va pouvoir faire impeccable. une machine à Impeccable. backlinks. Eh bah, Vas-y, merci ça beaucoup. marche. Merci beaucoup en tout cas. Trop cool. Yes. Et puis, on se dit à très vite. Yes, ça marche. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.